Donc on termine avec le point de vue du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. J'en profite pour remercier chaleureusement Julien qui a été un peu la cheville ouvrière avec moi du montage de cette soirée. D'autant qu'il avait déjà joué ce rôle il y a quelques temps pour les journées qu'on avait organisées sur Viaduc de la Ricamarie. Il faut que je dise encore du bien de toi parce que tu n'es pas prêt. Si. Bonsoir. Donc, je vais clôturer donc, la série des présentations donc, sur cette buse métallique, donc, en apportant effectivement le point de vue du maître d'ouvrage et maître d'œuvre que je suis, enfin que la Dire Centreste était également. Voilà, donc, je vais juste démarrer par un petit topo là, sur les buses de la Dire Centreste. Donc, à la Dire Centreste, on a 115 buses. Donc on les gère via, alors ça a été abordé brièvement au départ par Véronique, on les gère par la cotation, ce qu'on appelle la cotation IQA, où on met des notes en fait aux ouvrages en fonction de leur état. Voilà. Donc, et en fait, on a toute une réflexion, on va dire, sur le parc des buses métalliques par le biais d'une analyse des risques. C'est un guide qui a été produit par le CEREMA qui aide, on va dire, les maîtres d'ouvrage à faire le choix, à prioriser les buses à réparer en priorité. Donc il y avait une analyse des risques qui avait été faite en son temps. Il se trouve qu'en 2013, on a eu un quasi-effondrement d'une buse, qui est la buse des Marais, donc sur la même route, sur la RN70, la RCEA. Et en fait, ça a remis en cause un peu les critères de l'analyse de risque de l'époque, puisque cette buse n'était pas du tout classée à risque à l'époque. Voilà. Et donc du coup, tout a été remis en cause. Et on a refait au final cette analyse des risques jusqu'en 2016 avec des nouveaux paramètres. Et au final, il s'avérait qu'à la Dire Centreste, sur 115 ouvrages, on s'est retrouvé avec 56 ouvrages à risque élevé. En parallèle de cette nouvelle analyse de risque, on a revisité l'intégralité des buses métalliques, y compris des visites subaquatiques, parce que c'est souvent ça qui manque. C'est-à-dire que quand on a des buses métalliques avec des fois 1 mètre d'eau au fond, c'est toujours compliqué d'aller contrôler ce qui se passe dessous, et on sait que c'est là pourtant qu'on a souvent le plus de désordre. Donc de là, en fait, on a établi ce qu'on appelle un PAI, un plan d'amélioration d'itinéraire, qui est en gros un programme de réparation des buses métalliques, où dedans on a priorisé un certain nombre de buses. En gros, c'est toutes les buses qu'on a visitées qui étaient vraiment en très mauvais état, croisées avec les buses, avec le tableau des buses à risque fort. Et en fait, il est ressorti de cette analyse, en gros, 6 ou 7 buses, j'ai plus trop en tête, dont celle-ci faisait partie. Voilà, donc c'est les 7 buses qu'on devait réparer en priorité à la buse. Voilà, donc juste, on en a parlé déjà un peu brièvement, mais un petit mot sur la buse. Donc elle est située à Cyril-Noble, donc c'est pas très loin de Mont-Soleil-Mines, sous la RCEA. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est que la RCEA, c'est 18 000 véhicules jour, donc c'est pas tant que ça, mais il y a quand même 25% de poids lourds. Donc à cet endroit-là, à d'autres endroits, on arrive presque à 50% de poids lourds. Donc c'est une route quand même très particulière. Je vais passer rapidement sur les caractéristiques de la buse. Donc c'est une buse qui avait un diamètre de 3,65 m, donc qui est une buse circulaire. Et par contre, la longueur, donc 25 mètres. Bon, tout à l'heure on a parlé de 18 mètres. En fait, ça dépend si on parle du bas des sifflets ou du haut des sifflets. Voilà. Donc elle n'est pas très grande, et on avait surtout des désordres avec des percements localisés, des enrouillements à des endroits, et voilà. Alors pourquoi on a choisi cette buse pour le protocole innovation? Parce que déjà elle faisait partie donc, des buses qu'il fallait qu'on répare en priorité, donc dans notre PAI. Donc voilà. Ensuite, c'était une buse pour laquelle, on l'a vu tout à l'heure aussi, on n'avait pas de possibilité de réduire le gabarit. Donc ce qui est très intéressant, on va dire, la solution de BFUP de ce côté-là, elle est très intéressante. Parce que voilà, on avait déjà des traces de frottement. Voilà, après, en discutant avec l'agriculteur du coin, on sait qu'il est déjà obligé de démonter son gyrophare à chaque fois qu'il veut passer dans la buse. Donc il ne fallait absolument pas qu'on diminue le gabarit. C'était une buse non hydraulique. C'était la seule des 7 buses qu'on a réparées en priorité qui était non hydraulique. Donc j'avoue que ça a quand même joué en sa faveur pour la choisir pour un premier chantier expérimental. On sait que la buse hydraulique, on a beaucoup d'autres contraintes. Et donc, voilà, si on pouvait s'affranchir déjà des autres contraintes, peut-être que on fera un chantier expérimental BFUP sur une autre buse hydraulique une autre fois, mais voilà.
Elle avait des dimensions raisonnables, voilà, 25 mètres de long, c'est pas très long hein, pour une buse, et donc du coup pour un chantier innovant ça nous paraissait bien. Et elle avait des accès qui étaient quand même assez simples, hein, parce qu'on pouvait accéder via un chemin, même si l'hiver il s'est très vite retrouvé un peu mou, enfin, un peu compliqué pour les camions. Enfin, voilà, l'accès était quand même relativement simple. On a des buses qui sont encaissés dans des fonds de pseudo-vallées qui sont des fois beaucoup plus compliqués d'accès. Voilà, et donc du coup, là, on pouvait s'installer à proximité immédiate. Et ce qui a quand même un intérêt pour la solution là, où les installations de pompage et de projection doivent être quand même à proximité de la buse. Voilà, donc du coup, voilà, l'intérêt de la solution projetée, c'est ça, c'est la très faible diminution de gabarit. Donc j'ai mis 3 à 5 cm au-dessus de l'onde. Pourquoi ? Parce qu'il fut un temps où les calculs donnaient plutôt 5 cm. Après, en rediscutant un peu sur les hypothèses de calcul, on a réussi à passer à 3 cm. Voilà. Une solution BFUP, l'avantage, c'est quand même aussi de se retrouver avec un ouvrage qui, au final, est un ouvrage neuf. Puisque, comme dans le cas d'une solution on va dire, en béton traditionnel, la tôle qui est derrière ne sert que de coffrage au final, donc on se retrouve avec un ouvrage neuf. Le côté intéressant qu'on a vu aussi, c'est la possibilité de s'adapter à des cas particuliers. Parce qu'en fait, on s'aperçoit quand on étudie les parcs d'ouvrages, en particulier celles des buses qui sont les plus abîmées, c'est qu'elles ont toutes une petite chose particulière. Là, on avait des réseaux qui étaient en dessous, qu'on ne pouvait pas déplacer. Donc, au final, l'anneau complet qui était imaginé au départ, on ne pouvait pas le faire. Des fois, on a des buses avec des canalisations qui sont même déjà présentes à l'intérieur, qu'on ne peut pas déplacer. Enfin, voilà, elles ont toujours quelque chose. Voilà, des fois, il y a des coudes. Donc, voilà. Et donc, le fait que là, la solution a pu s'adapter à la réalisation d'un radier en pied qui au final ne s'appuie pas forcément directement sur la buse, sur le métal. C'était très intéressant pour nous et je pense que ça ouvre quand même pas mal de portes pour d'autres chantiers. Voilà. Et le libre choix dans l'aménagement des têtes, même si ça c'est un peu plus vrai pour l'ensemble des solutions, c'est vrai que là voilà, on a pu aménager les têtes avec des parements, des parements en enrochement. Voilà, donc ça se marie ensemble, ça va très bien. Il n'y a pas d'incompatibilité technique, donc ça c'est très bien. Autre chose qu'il faut savoir, donc voilà, je tenais juste à dire que c'est comme pour la plupart des projets de réparation, de renforcement, c'est pas un dossier, on va dire, clé en main direct. Enfin, il y a quand même des études qui sont nécessaires. Là, on a fait quand même un APROA qui a été fait, un projet de réparation. On a fait des sondages pour calibrer la poussée des terres. Il y a eu des notes de calcul qui ont été faites. Comme je vous dis, voilà, 3 cm, 5 cm. Il faut faire les calculs dès la phase APROA. Il ne faut pas attendre d'avoir passé le marché pour définir ça. Il faut faire le calcul, pour moi, en force APROA. Voilà. Et puis, il faut faire attention effectivement à la faible épaisseur. Donc ça, bon, voilà, on en a parlé. Au final, pour ce type de solution, la faible épaisseur de remblai elle est plutôt préjudiciable. Voilà, parce qu'il y a moins de répartition des charges ponctuelles. Donc voilà. Au final, on aurait eu plus de remblais, on serait moins posé de questions. Pour passer le marché. Donc là, ça a déjà été présenté par Catherine aussi. On est passé par l'article 97 donc, du décret de la commande publique, relatif au marché public. Donc ça a changé effectivement. Donc ça nous a permis effectivement de travailler avec Freycinet sans mise en concurrence, puisque la concurrence avait déjà été faite dans le cadre du programme d'innovation. Par contre, effectivement, ça interroge pour la suite, puisque voilà, les marchés publics, c'est la mise en concurrence. Donc du coup, effectivement, la seule manière on va dire, de les recruter, ce serait dans le cadre d'une solution, enfin d'un autre projet, ce serait de les mettre en concurrence, enfin d'ouvrir la variante, on va dire une solution plus traditionnelle, puisque on ne peut pas, on va dire, prescrire une solution comme ça aujourd'hui dans un marché, puisqu'il n'y a pas de concurrence. Donc on est toujours un peu coincé par ça, par les brevets, en tant que maître d'ouvrage. Donc bon, ça nous pose toujours souvent des questions. Et ce qui est le plus embêtant, c'est que des fois, cette solution, elle peut marcher, alors que les solutions traditionnelles, elles ne marchent pas. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et du coup, on est un peu embêté avec ça. Mais bon, aujourd'hui, on n'a pas de solution.
Je voulais juste dire un petit mot sur le suivi de chantier. Donc là, c'est plus le maître d'œuvre, on va dire, qui parle. Donc, nous, on a plutôt l'habitude de suivre les bétonnages traditionnels. Hein. Il y a un béton qui arrive, on regarde les slumps, on fait l'entraîneur d'air, la teneur en air quand il faut, on regarde les bondes pesées. Voilà, enfin, du BFUP, on a beaucoup moins l'habitude. Donc, voilà. Donc, ce que je tenais à dire, c'est que quand même là, la procédure était quand même assez claire. Au final, je trouve que voilà, au départ, il faut se mettre dedans, mais une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, tout ça, on arrive quand même à voir assez, voilà, de manière de comprendre, on va dire, le principe avec des essais qui sont des essais 6 au mètre plutôt que des essais slump. Enfin, voilà, il y a des essais qui sont différents. Il faut bien comprendre la mécanique. Voilà, on rend le béton de plus en plus fluide sans dépasser la limite, une limite parce qu'après c'est trop tard. Donc voilà, il faut comprendre ça. Mais c'est vrai que c'est quand même assez particulier et du coup, enfin, on pense que pour un maître d'œuvre, on dire c'est compliqué de faire sans être appuyé par le CRMA ou le CETU, enfin au moins on va dire dans un premier temps, quoi. Après, peut-être que si ça se généralise, ça sera un peu plus connu de tout le monde, mais voilà. Et voilà. Et donc les essais, voilà, donc c'est vraiment des essais particuliers. Bon, j'ai mis quelques photos. Là, on voit le 6 au mètre, on voit la table à choc. Voilà, c'est plus, on mesure plus un peu le. Voilà, je suis pas l'expert du dossier, mais voilà, on mesure plus on va dire, la consistance du produit pour qu'il soit projetable et pompable. Et c'est ça qu'il faut surtout regarder. Juste un petit mot sur le chantier. Voilà, donc un des points les plus importants, c'est quand même la gestion des épaisseurs. Donc effectivement, le CERAMA a eu une bonne idée en fait avec un système de mesure assez simple. Enfin, il y a eu un double système de mesure. Il y a eu celui de l'entreprise qui était celui avec des gaines PEHD là, qui donnait en gros un gabarit. Voilà, et il y a eu celui du CERAMA en contrôle extérieur avec les tiges qui nous ont permis à posteriori de vérifier qu'on avait bien les bonnes épaisseurs. Donc ça, j'ai envie de dire, pour moi, c'est un des points les plus importants parce que comme tout maître d'œuvre, on aime bien quand tout se passe comme ça doit se passer. Quand il y a des imprévus, ça amène des discussions, il y a des compromis à avoir, voilà. Et là, effectivement, il s'avère que là, si on n'a pas la bonne épaisseur et qu'on s'aperçoit 2 jours après qu'on n'a pas la bonne épaisseur, on est bien embêté. Parce que au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas eu de tests qui ont été faits pour des reprises de bétonnage dans l'épaisseur. Donc ça a été fait, ça y est. Bon bah voilà. Bah, du coup, peut-être que ça résoudra le problème. Mais c'est vrai que là, c'était le petit point voilà, nous, on voulait, au final, on préférait qu'il y ait un peu plus plutôt qu'il y ait un peu moins, quoi, voilà. Et de même pour la gestion des reprises de bétonnage non prévues. Là, en fait, on avait des zones de définition là, qui ont été présentées brièvement tout à l'heure. Il y avait des plots, des anneaux. En gros, la différence, c'est un plot. Alors, je les inverse, je crois, les deux, des fois. Le plot, c'est plusieurs. Enfin, c'est. Pardon ? Voilà. Donc, on fait des anneaux, en fait, on fait plusieurs anneaux par jour. Et par contre, dès qu'on s'arrête et qu'on refait le lendemain, on passe d'un plot à l'autre. Voilà. Et donc, en fait, entre 2 anneaux et entre 2 plots, on n'avait pas le même principe de reprise. Sauf que ça nécessite de gérer parfaitement, on va dire, les quantités qu'on va faire chaque jour. Et du coup, je crois que maintenant, en fait, vous faites tout comme si on changeait d'anneau en fait à chaque fois. Et je pense que ça c'est mieux parce que ça laisse plus de liberté, on va dire, dans le chantier. Et c'est moins compliqué à contrôler pour le maître d'œuvre. Et ça pose moins de questions dans le cas où on ne fait pas ce qui était prévu. Voilà. Et puis bon, enfin là, j'en parle juste brièvement parce que bon, il y a eu, comme tout chantier expérimental, il y a eu toujours un petit peu des imprévus. Là, on a eu une petite zone qui s'était effondrée à un moment donné, au tout début du chantier. Voilà, là, ce qu'il faut dire, c'est que là, il ne faut pas se poser de questions, il faut enlever l'anneau entièrement, directement, parce que si c'est pas fait, après, vu comme le matériau est très très dur, c'est impossible à enlever. Voilà. Quelques petits points bons à savoir. Voilà, donc le rendu irrégulier. Voilà, on voit en haut, on voit un peu le rendu. Donc en voûte où là, donc le BFUP était laissé brut. Voilà, faut le savoir. C'est un rendu un peu brut. Bon, là, on est dans le cas d'un passage à bétail, donc c'est pas gênant, ou dans une buse hydraulique où voilà, c'est pas très gênant. Mais faut le savoir au point de vue esthétique. Voilà, ça reste un peu brut.
Après, la surface est agressive. Donc effectivement, là, on est dans le cadre d'un passage à bétail, donc on ne peut pas se permettre de laisser le BFUP brut comme ça pour éviter que les animaux se blessent ou même que des gens qui se promènent se blessent. Donc on a mis un enduit de finition sur 2 mètres de haut, en gros, pour protéger de ça. Attention aux boulons, effectivement. Là, on avait des boulons qui étaient quand même assez importants. On a même dû couper ce qui dépassait de l'écrou. Voilà, des fois, on avait la tête du boulon, des fois, on avait de l'autre côté, à l'intérieur. Là. Et du coup, voilà, on a dû couper la partie du boulon qui dépassait de l'écrou pour avoir que 2 cm d'épaisseur et du coup pouvoir enrober ça avec du BFUP. Sinon, il aurait fallu faire des surépaisseurs localisées. Donc du coup, voilà, on pensait que c'était mieux de... je pense qu'il faut y faire attention à ces boulons. Et un petit point aussi, voilà, j'ai une photo là, de tout le système de malaxeurs, de pompes voilà, pour la projection. Voilà, il y a besoin d'un petit peu de place quand même. Tout à l'heure, Bertrand a parlé de 60 mètres de longueur. Voilà, des fois, on a des bus qui peuvent être beaucoup plus longues que ça. Donc, ce qui nécessite quand même que tout ça soit positionné quand même pas très loin de la buse. Donc, il faut le savoir, il faut quand même un emplacement de chantier. Je ne sais pas, ça représentait combien, 100 mètres carrés à peu près, à peine. Voilà, proche d'une entrée de la buse pour pouvoir mettre ces installations-là, puisque sinon, voilà, ça va poser des difficultés pour le pompage. Et juste un dernier petit point sur le coût des travaux. Voilà, donc là, on est arrivé à 267 000 €, on va dire, pour cette buse-là. Donc voilà, donc ça donne un ratio. Bon, il y en a juste une partie pour le BFUP, une partie pour les aménagements de tête qu'on aurait eu aussi sur le cas d'une solution traditionnelle. Voilà, donc nous, bon, on avait tenu à faire une estimation aussi d'une solution plus traditionnelle en béton projeté, classique. Donc on était plutôt un peu moins cher. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle n'était pas faisable, donc, parce qu'on réduisait trop le gabarit et du coup, ça ne marchait pas. Donc forcément, enfin, voilà, ça ne nous a pas, on va dire, bloqué dans le cadre de ce chantier-là. Après, de toute manière, je pense que dans l'avenir, si vous êtes recruté par le biais de variantes, il faudra être compétitif pour... mais a priori, je pense que ça le sera. Voilà pour la vue du maître d'œuvre.